Je suis Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Droits des Femmes puis de l'Éducation nationale, très engagée politiquement. J'ai été élue locale pendant longtemps avant d'occuper ces fonctions. Et depuis quelques années, je travaille davantage dans le monde de la solidarité internationale, sur les questions de lutte contre l'extrême pauvreté à travers le monde. Et je préside une structure qui s'appelle France Terre d'Asile, qui s'occupe d'héberger, d'accueillir et d'accompagner les demandeurs d'asile en France. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de valeur, mais disons qu'une de mes caractéristiques, c'est d'essayer de penser plus large qu'à travers ma seule personne. Je dis ça parce que c'est un peu le piège dans lequel on peut parfois tomber, c'est-à-dire de tout ramener à sa propre expérience, ses propres perceptions. Et je trouve que l'engagement au service de l'intérêt général, qui est ce qui me meut depuis des années maintenant, eh bien, il nécessite d'une certaine façon de savoir se mettre à la place des autres aussi. Je vous donnerai celle qui m'a conduite à entrer en politique, tout simplement, puisque c'était le 21 avril 2002. À cette époque-là, j'ai terminé mes études, je travaillais dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est ma première vie active, et qu'au moment de l'élection présidentielle de cette année-là, avec des amis, nous avions décidé de partir en vacances en Espagne et nous avions oublié de faire nos procurations. Et donc, nous n'avions pas voté au premier tour de l'élection présidentielle et on s'est senti extrêmement coupable de ne pas avoir voté. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, on était 4, mais très coupables. Et du coup, on a décidé de renoncer à nos vacances et de revenir dardard en France. Et c'est au lendemain de ce jour-là que je me suis dit que je ne pouvais pas rester simple observatrice et qu'il fallait que je m'engage. Et donc, j'ai rejoint le Parti socialiste. Je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre dans un pays comme la France qui, bon an, mal an, fournit quand même une bonne éducation à ses élèves. Il y a toujours des difficultés, des correctifs à apporter, évidemment, j'en parle souvent, mais on est envié par beaucoup de pays dans le monde pour ce système-là. Je pense que l'une de ces caractéristiques à notre système éducatif, c'est précisément l'esprit critique, de chercher à le développer. Vous savez, les cours de philosophie, ça n'existe pas dans tous les pays, par exemple. Tout ce qu'on essaye de faire autour, et je l'avais impulsé moi-même, de l'enseignement moral et civique, de tous ces enseignements qui poussent les élèves à réfléchir et même à penser contre eux-mêmes. On en a absolument besoin dans ce monde qui est quand même fait de beaucoup de confusion, d'informations, désinformations. Et donc, je pense que oui, nous avons un système qui, plus qu'ailleurs, est un système éducatif qui émancipe. Mais il faut veiller à l'améliorer et à lui donner les moyens de le faire pour tous les élèves. Je suis plutôt satisfaite du fait que ces dernières années, l'alternance ait pris plus de place, plus de poids, parce que je crois que ça correspond pas simplement à une nécessité. On sait que c'était une nécessité que de faciliter l'entrée en entreprise sur le marché du travail des jeunes. On le sait puisqu'il suffisait d'observer les taux de chômage trop élevés des plus jeunes. Mais au-delà de cette nécessité, je crois que ça correspond à un tournant que doit prendre le système éducatif. Le système éducatif doit s'adapter au monde qui est le nôtre et l'une de ces adaptations passe par la rencontre de la théorie et de la pratique. Sortir un petit peu des enseignements trop théoriques et notamment quand on est dans l'enseignement supérieur et mettre le premier pied à l'étrier dans le monde de l'entreprise aux étudiants, je crois que c'est une bonne chose. De se faire confiance. Je sais que c'est pas simple, hein, je suis passée par là, j'ai pas forcément toujours eu confiance en moi-même quand j'étais plus jeune, mais justement, ayant acquis un petit peu d'expérience et de maturité, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, chacun de ces jeunes à qui je m'adresse, donc à vous, vous avez quelque chose d'extrêmement précieux en vous. Apprenez à vous connaître pour détecter, déceler cette chose-là.
Faites confiance aussi aux gens qui vous disent que vous l'avez, cette chose-là, parce que, au fond, on a besoin de vous, on a besoin de ce que vous avez en vous. N'essayez pas de copier d'autres ou de faire comme les autres. Soyez vous-même, soyez singulier. Comme disait je ne sais plus qui, soyez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris. Voilà, donc faites cela et avec cette confiance-là, autorisez-vous à vous ouvrir les horizons, soyez curieux, appétents envers la vie, faites des rencontres. Moi, si j'avais un conseil à donner à un jeune étudiant, je lui dirais 2 choses. Je lui dirais de lire, vraiment de lire, parce que vraiment la lecture, c'est ce qui vous ouvre les horizons de la façon la plus évidente, la plus flagrante, la plus agréable. Et deuxièmement, de rencontrer, d'avoir une vie sociale. Je sais qu'on vous pousse beaucoup, parce que c'est des injonctions paradoxales, à travailler toujours plus, à être concentré sur vos études, mais ça n'a rien d'incompatible avec la rencontre des autres, le fait de sortir, de voir des gens, de vous imprégner des expériences et des parcours des autres, parce que ça vous inspire, ça vous enrichit, et ça développe votre propre imagination quant à ce que vous pouvez faire, vous, dans ce monde. Et donc, ce seraient mes 2 conseils, lire et rencontrer des gens. Amusez-vous, quoi. En essayant de coller à la réalité du monde dans lequel ces étudiants évoluent aujourd'hui, qui ne ressemble pas au monde dans lequel on évoluait dans ma propre jeunesse, parce que tout ça a tellement été chamboulé. Je leur dirais de faire attention à une chose, c'est qu'avec le mécanisme des réseaux sociaux, sur lequel, évidemment, on passe tous énormément de temps, vous avez des bulles de filtres qui vous poussent finalement à finir par vous cantonner à des communautés d'amis, d'entourage, de followers, etc., qui pensent la même chose que vous, qui vivent les mêmes expériences que vous, et donc de gens qui se ressemblent. Et en fait, ce qui vous sera précieux dans votre vie, c'est au contraire de rencontrer des gens qui ne vous ressemblent pas. Donc, sachez sortir de ces pièges des réseaux sociaux, des bulles de filtre, des algorithmes. De la même façon que, par exemple, quand vous êtes sur Netflix ou autre, ne vous laissez pas uniquement recommander par l'algorithme tel film ou tel film à voir en fonction des films que vous avez déjà vus. Dans la vraie vie, plutôt que de ne voir que des gens qui, a priori, ont les mêmes schémas de pensée que vous, allez en chercher d'autres. Je vous assure que ça vous sera précieux, y compris pour, encore une fois, vous construire votre propre parcours. Alors, si on se réfère simplement au titre du livre, d'abord, j'adorerais qu'ils retiennent cette expression parce que ce serait un bel hommage à ma maman, parce que c'était une expression d'elle qu'elle me disait souvent quand j'étais jeune, et je l'aime beaucoup, et je trouve qu'elle est 1000 fois avérée dans la vie, hein, parce que c'est vrai que finalement, la vie a beaucoup d'imagination. Il faut laisser aussi une part de hasard et de chance, et y croire aussi, et ouvrir ses chakras pour choper ça quand ça passe devant vous. Mais au-delà de ce titre, si même on le décomposait, je voudrais qu'ils retiennent les mots de ce titre, c'est-à-dire la vie. Vous avez la vie devant vous, vous êtes jeune, c'est une chance énorme. Il va se passer plein de choses. Prenez des forces, mais sachez que de toute façon, même les choix que vous faites aujourd'hui, ils ne vous engagent pas pour une vie entière. On est dans un monde où vous pouvez changer 5 fois, 6 fois de voie, et c'est très bien. Le deuxième mot que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est imagination, parce qu'il faut être créatif. En fait, ce qui nous distingue, et notamment dans le monde très entouré d'intelligence artificielle, d'automatisation, ce qui nous distingue de la machine, c'est précisément la créativité. Et donc imaginer, se laisser guider aussi parfois par son intuition, voilà. Et le dernier mot que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est plus, c'est-à-dire soyez vous-même VIP de votre vie, en quelque sorte. Traitez-vous bien, accordez-vous de la considération, de la bienveillance, et rêvez en grand. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « il faut rêver en grand pour ne pas perdre de vue ses rêves pendant qu'on les poursuit ». C'est ça qu'il faut qu'ils gardent en tête, donc de l'ambition, du souffle, de l'air. Merci à vous.